Bien, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer le cours, j'ai deux petites informations à vous donner. Alors, tout d'abord, au deuxième semestre, je suis obligé de déplacer deux séances en raison de missions à l'étranger. Alors, l'information est également sur le site du cours. Donc, ce sera d'abord la séance du 2 mars. Où je ne suis pas à Paris, que je vous propose de reporter le jeudi 5 mars de 10h à midi. C'est juste avant le cours de Madame Guérin, qui a lieu de 12 à 13 normalement, c'est ça? Ah, c'est de 13 à 14, Madame Guérin? Alors, si vous préférez, on peut faire 11-13 à ce moment-là. Ah, il y a deux groupes. D'accord. Et vous avez un... Pour moi, j'ai un groupe midi à 13h. D'accord. D'accord. Donc, il faut qu'on fasse 10h midi, obligatoirement. Et j'ai vérifié sur les emplois du temps, normalement, il n'y a pas de chevauchement avec d'autres cours. Moi, j'ai un cours. Ah, ouais, je suis désolé, vous prendrez le cours sur le site alors. Mais normalement, la plupart des... Parce que vous êtes peut-être dans un autre cursus, c'est ça, d'accord. Très bien. Donc, je vous confirme, la séance du 2 mars sera reportée le jeudi 5 de 10 à 12 et la séance du 27 avril sera reportée au 30 avril, le jeudi 30 avril, même chose, 10h midi, et ce sera à la bibliothèque de l'UFR, c'est-à-dire notre salle habituelle qui est libre. Enfin, normalement, elle est occupée par elle est ouverte pour la bibliothèque, mais exceptionnellement, je réserverai la salle. Donc, on se retrouvera ici deux fois le jeudi. Oui, allez-y, je vous en prie, une chaise. Pour ces deux conférences, pour ces deux séances du séminaire. Alors, par ailleurs, j'avais annoncé, normalement aujourd'hui, nous devions avoir une conférence de Didier Bottineau sur les rapports entre linguistique et énaction, mais malheureusement, il y a eu un empêchement, donc la conférence est annulée, elle est reportée à une autre date, sans doute une de ces deux dates-là. Pour les autres séances, nous aurons une alternance entre des exposés de doctorants et puis des conférenciers. Et parfois, il y a quand même quelques séances dans lesquelles je ferai moi-même je parlerai pendant le créneau du cours, enfin du séminaire. Alors évidemment, mais je l'avais déjà proposé au premier semestre, mais personne ne s'est manifesté. Vous avez vous aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de valider le semestre en faisant un exposé plutôt qu'en rendant un travail écrit, ou alors en complétant votre travail écrit par un exposé. Donc je l'avais proposé au premier semestre, mais évidemment peut-être que vous étiez un peu timide en arrivant, mais si vous le souhaitez pour le second semestre, eh bien vous me le direz assez vite, parce que les créneaux finissent par être tous remplis. Bien, dernière chose avant de commencer, j'ai bien reçu vos travaux, qui sont pour la plupart tout à fait intéressants. Vous avez tous obtenu des notes évidemment tout à fait correctes, tant que vous avez disons, jouer le jeu, c'est-à-dire donner l'état de cette recherche personnelle sur une notion qui a un rapport avec le thème du séminaire. Bien, alors je vous l'avais dit, les critères d'évaluation, mais qui porteront plutôt sur le travail final, donc sont la pertinence du propos à l'égard du séminaire, du contenu du séminaire, la qualité scientifique du travail, de l'expression, etc. Bon, rien de très original. Également, je tiens compte tout de même de la proximité de votre texte avec les exigences de l'écriture académique en France, donc le jeu des appels des références bibliographiques, des notes en bas de page, etc., que vous devez maîtriser, en particulier en Master 2. Bon,
Donc, je tenais quand même à vous rappeler la date du 25 mai pour rendre le travail terminé. Alors, ce que j'attends de vous pour le 25 mai, c'est pour ceux d'entre vous enfin, la plupart d'entre vous m'ont donné, comme je l'avais demandé, une étape du travail. Donc, le 25 mai, vous me donnez la totalité, y compris ce que vous avez déjà fait pour le premier semestre. Hein. Vous me rendez la totalité du travail fait pour l'année comme validation du deuxième semestre. Alors, certains d'entre vous ont donné un résumé, une bibliographie, etc. Bon, bien sûr, dans ce cas-là, il faut faire presque tout le travail, mais d'autres ont donné une partie rédigée qui reste à compléter. Enfin bref, il y a toutes sortes de configurations très variées dans les propositions que vous avez adressées. Donc, j'insistais simplement pour dire que vous ne devez pas rendre quelque chose de totalement nouveau au deuxième semestre. Hein. C'est la poursuite et l'achèvement d'un travail qui a été commencé au premier semestre. À moins que parmi vous, il y ait des étudiantes ou des étudiants qui n'ont pas participé au séminaire au premier semestre, ce qui est le cas. Hein. Vous êtes... ouais. Alors, dans ce cas-là, c'est un cas particulier. Vous devrez donc me rendre un travail qui correspond à un semestre seulement, donc travail d'une dizaine de pages. Hein, sur un sujet, je le répète, en rapport avec le thème du séminaire. Donc, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur le site du cours. Hein, il y a... est-ce que vous le connaissez, le site du cours? Non. Alors, je ne vais pas pouvoir y accéder. C'est un site dont l'adresse est Jimdo. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, l'adresse, c'est... Ah oui, non, elle a changé. C'est jimdofree.com. Alors, attendez, si vous êtes... vous avez une prise USB, une HDMI, vous? Oui, c'est bien. Ah, si vous avez un adaptateur comme ça, ben c'est parfait. Je vais pouvoir projeter. Excellent. Ah, c'est pas la bonne. Non. Et ça, c'est... Non, ça, c'est USB. Bon, alors attendez, ce que je vais faire, je vais me connecter avec mon ordinateur et je vais quand même vous montrer le site parce que c'est important que vous le connaissiez. Voilà. Je vais donc me connecter si le réseau veut bien fonctionner. Oui. Voilà. Alors pourquoi ça ne veut pas me donner... Ah oui, il faut que je fasse projeter là. Voilà. Voilà, donc le site, vous voyez l'adresse en haut, Philippe Monneret en un seul mot, .jimdofree.com. Alors, sur ce site, vous avez donc un ensemble d'onglets à gauche, là, et vous entrez dans cours et séminaires. Et dans cours et séminaires, vous avez au tout début séminaire linguistique théorique, et là, vous accédez aux séances du séminaire. Bon, et là, vous avez, pour toutes les séances, depuis le début de l'année, le PowerPoint et l'enregistrement. Alors, vous n'êtes pas... Enfin, je vous conseille plutôt déjà de jeter un coup d'œil sur les PowerPoint, c'est plus rapide. Si certaines séances vous intriguent, vous pouvez les écouter. Je dis pour celles d'entre vous qui n'ont pas pu assister au premier semestre, pour que vous ayez une idée quand même
du contexte intellectuel dans lequel se situe cette réflexion et que vous soyez en mesure de proposer quelque chose qui soit cohérent avec ce dont nous parlons dans le séminaire, hein, parce que je ne pourrais pas évidemment répéter tout cela. J'en dirai un tout petit mot, si vous voulez, à titre introductif de cette séance, mais donc voilà, vous pouvez récupérer toutes les séances. Évidemment, les dernières, en raison des grèves, ont dû être annulées. Et alors j'en profite du coup pour vous montrer que j'avais précisé là, vous voyez les séances, j'ai indiqué qu'elles sont reportées, mais j'avais indiqué à confirmer parce que je voulais d'abord voir avec vous si ça ne posait pas de problème, donc j'enlèverai la mention à confirmer puisque ce sera bon. Donc un texte d'une dizaine de pages qui a un rapport avec, enfin sur un sujet qui a un rapport avec l'analogie en linguistique, et le sujet, vous m'écrivez pour me le soumettre, hein, ou alors vous m'en parlez à la suite d'un cours, et il faut attendre que je vous valide le sujet, qu'on le réoriente éventuellement, avant de vous lancer dans le travail à proprement parler. Alors, pardon, je reviens donc là. Sur le cours. Bien, est-ce que vous avez des questions? Vous pourrez m'en poser vers la fin du cours parce que je vais réserver peut-être un petit temps. Parce que la dernière chose que je voulais dire au sujet donc, des travaux, c'est que, évidemment, vous êtes trop nombreux. L'idéal serait que je prenne un temps avec chacun d'entre vous pour discuter de ce que vous m'avez rendu. Mais c'est impossible, je n'ai pas le temps, vous êtes trop nombreux, etc. Donc ce que je vous propose, c'est de garder un temps à la fin de cette séance, si certaines d'entre vous veulent avoir un bref retour sur ce qu'ils ont fait, s'ils ont des doutes, etc. Bon, est-ce que vous avez déjà eu vos notes? Non. Bon, alors, ce qu'on va faire à ce moment-là, on va peut-être attendre que vous ayez eu vos notes, parce que si vous avez, bon, en général, je note assez largement, parce que de toute façon, le travail est toujours d'assez bonne qualité, à part quelques rares exceptions. Mais si vous avez des questions à ce moment-là sur votre travail, je trouverai le temps, soit dans une séance, soit j'organiserai un moment de rendez-vous pour quand même pouvoir vous parler de ce que vous avez rendu. Mais sinon, voilà, l'évaluation se fait sur le travail final. Évidemment, l'idéal voudrait que je puisse commenter le détail de chacun de vos textes pour vous dire comment l'améliorer, etc., etc. Mais je ne peux pas. C'est absolument impossible dans le temps que j'ai à consacrer à ça. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais commencer la séance d'aujourd'hui. Donc, je vais rappeler tout de même là où nous nous sommes arrêtés. Maintenant, il y a quand même un certain temps, hein, c'était une réflexion sur le concept linguistique d'iconicité. Alors, on va voir, je vais rappeler tout à l'heure quel est le rapport entre la question de l'iconicité et la question de l'analogie. Mais pour les étudiantes qui n'étaient pas présentes au premier semestre, je vais tout de même dire tout de suite quelques mots avant d'aller plus loin. La notion d'iconicité, du signe linguistique, évoque l'idée d'une ressemblance, d'une similarité, donc d'une analogie, si on veut, entre le signifiant et le signifié, ou entre la forme et le contenu du signe, ou entre le sens et le son, si vous voulez. Bon, il y a toutes sortes de façons de le formuler. Donc, cette notion d'iconicité s'oppose à celle classique en linguistique d'arbitraire du signe. Tout au moins dans certains types d'analyses. Hein. Certain nombre de saussuriens contesteraient cette affirmation en disant qu'au fond, puisque Saussure est dans une perspective dans laquelle on ne peut absolument pas traiter séparément le signifiant du signifié, puisque ce qui intéresse Saussure, c'est la dualité du signe linguistique,
le statut de l'arbitraire, la conception saussurienne de l'arbitraire n'est pas au fond en opposition avec celle de l'iconicité, elle se situe sur un autre plan, pour le dire simplement. Bon, on a déjà parlé un petit peu de ce sujet, mais simplement ce que je veux dire par là, c'est que la notion d'iconicité, classiquement, s'oppose à la notion d'arbitraire. C'est le cas chez Jacobson, d'ailleurs, dont on va parler aujourd'hui. Par ailleurs, cette notion d'iconicité est un cas exemplaire de la problématique analogique en linguistique. Alors, en très très résumé, mais là vous trouverez sur le site du cours, dans les PowerPoint des séances du premier semestre, des synthèses très rapides à consulter sur le sujet. En tout cas, je vous recommande les toutes premières séances où j'ai vraiment posé les bases de la réflexion. Mais pour le résumer très succinctement, je dirais la chose suivante, c'est que la linguistique analogique, ou la question de l'analogie en linguistique, est fondée sur l'idée qu'il existe chez l'être humain un processus cognitif fondamental qui est le processus d'analogie, qui est fondé sur la capacité qu'a l'être humain d'effectuer des similarités entre toutes sortes de choses en permanence. Alors, je distingue assez clairement, je crois, similarité et analogie. La similarité, c'est vraiment la ressemblance plus ou moins objective entre des choses, et l'analogie, c'est le processus qui va tendre à identifier, selon une certaine perspective, ces entités qui sont perçues comme similaires. Bien. Donc, il y a, si vous voulez, cognitivement, chez l'être humain, une sorte de machine analogique qui fonctionne en permanence, qui est à l'origine, par exemple, du fait que nous disposions de catégories, qu'on ait des catégories mentales, c'est-à-dire que nous percevions le monde comme fait non seulement d'entités singulières, mais également, mais surtout, d'exemplaires de catégories. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est que pour nous, êtres humains, un livre, c'est d'abord un exemplaire quelconque de la catégorie livre, avant d'être un livre singulier, dans sa singularité, avec ses propriétés particulières, que ce soit son contenu, sa couverture, tout ce que vous voulez. Bien. Un livre, quand on le voit comme ça, c'est d'abord un livre, c'est d'abord un exemplaire quelconque de la catégorie livre. Donc, on ne peut pas ne pas percevoir tout ce que nous percevons comme étant des membres de catégories. Donc nous avons des catégories. Bon, ça c'est un exemple, si vous voulez, massif pour illustrer l'omniprésence des processus analogiques chez l'être humain. Alors, comme linguiste, ce qui m'intéresse dans ce séminaire, c'est de décliner tout ce qui a à voir avec l'analogie dans les processus linguistiques, dans l'étude des langues. Et donc, on peut le décrire en termes de fonctions de l'analogie. Et ce qu'on a vu au premier semestre, c'est qu'il y avait un certain nombre de fonctions de l'analogie. La fonction de catégorisation, dont je viens de parler un tout petit peu d'une manière non linguistique, plus générale, mais disons en linguistique, dans les langues, c'est le lexique qui principalement sert à catégoriser. Mais il y a aussi d'autres fonctions, la fonction régularisatrice, de régularisation, qui fait que les paradigmes dans l'histoire des langues souvent se régularisent par analogie. La fonction figurative de l'analogie, qui est à l'origine du fait que le langage produit des effets d'image, bien que ce soit un phénomène sonore, produit des effets d'image. La fonction iconique à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. La fonction argumentative, l'argument par analogie. Et puis, la dernière, c'est la fonction paraphrastique qui est à l'origine de la traduction, parce que dans cette perspective, on peut considérer que la traduction est un cas particulier de l'analogie. Si vous voulez, un texte traduit est un bon analogue, si c'est une bonne traduction, du texte source. Bon, voilà, en très résumé,
tout ce qu'on peut intégrer sous le concept d'analogie en linguistique dans la perspective qui est la mienne. Alors, on s'est intéressé ici au concept d'iconicité, au concept linguistique d'iconicité, pour illustrer donc cette fonction iconique de l'analogie. Et pour faire l'histoire un petit peu rapide, hein, malgré tout, de ce concept d'iconicité, il faut commencer par ce texte de Jacobson, À la recherche de l'essence du langage, qui date de 1965 et qui est le texte qui, en France, a introduit, en France, et pas seulement d'ailleurs parce que chez les linguistes américains, on se réfère à cet article de Jacobson dès qu'on parle de l'iconicité en linguistique. Hein. Donc c'est vraiment dans la recherche internationale en linguistique que cet article a introduit le concept d'iconicité, concept qui était emprunté à un philosophe américain, Charles Sanders Peirce, Peirce, Peirce qui est un immense philosophe américain, tellement profond, tellement grand, disait Jacobson, qu'aucune université n'a trouvé de poste pour lui. Donc, dans cet article, lorsqu'il situe le cadre général de sa réflexion, on voit bien que Jacobson se situe tout de suite sous le signe de l'analogie. Je cite ce petit passage: « Efforçons-nous maintenant d'aborder la structure linguistique sous un aspect iconique et de proposer une réponse à la question posée par Platon, en vertu de quelle sorte d'imitation, donc de ressemblance, d'analogie, si vous voulez, dans des sens non techniques, mimésis, la langue attache-t-elle le signifiant au signifié ?» Bon, alors, ce que nous avions vu juste avant les vacances et la période de suspension des cours pour les examens, c'est cette division des signes selon Peirce. Alors, je ne vais pas tout réexpliquer parce que ce serait trop long. Et simplement, ce que je voulais vous faire apparaître, c'est que cette notion d'icône et donc la notion d'iconicité qui en dérive s'inscrit dans un cadre théorique vaste, très systématique, développé par Peirce, qu'on oublie parfois quand on parle d'iconicité, d'indexicalité, etc. Mais il faut quand même avoir à l'esprit que le concept d'icône provient d'une typologie des signes, enfin d'une division des signes, selon trois grandes catégories, qui sont des sortes de perspectives sur le signe, à partir d'une ontologie qui distingue trois types d'êtres, en fait, trois types d'êtres, des priméités, des secondéités et des tiercéités. Les priméités étant des êtres qui se définissent par eux-mêmes sans avoir besoin de rien d'autre pour les définir. Les secondéités étant des êtres, là c'est appliqué aux signes, mais ces concepts de priméité, de secondéité et de tiercéité sont des concepts ontologiques qui parlent de l'être en général, et donc les signes sont des types d'êtres particuliers. La secondéité, c'est un être qui se définit par rapport à un autre, et puis la tiercéité, c'est un être qui se définit par un autre par rapport à une troisième chose qui est en fait une loi, une règle, une habitude, etc. Bien, donc on s'est attaché à situer cette notion d'icône par rapport à index et symbole. Donc la notion d'icône et d'iconicité apparaît comme étant une façon de parler de la relation du signe à son objet, alors du signe entendu ici au sens du signifiant, c'est-à-dire c'est toujours ambigu dans les textes de Peirce, mais comme d'ailleurs dans les textes de Saussure. Le mot signe est parfois utilisé pour parler uniquement de l'aspect matériel du signe, c'est-à-dire du signifiant ou du représentamen, comme c'est le terme qu'utilise Peirce pour dire signifiant, si vous voulez, même si le concept a des contours différents.
Donc il y a toujours un peu une ambiguïté entre le fait de savoir si, parce que le mot signe est polysémique, il peut signifier ou bien l'ensemble l'ensemble signe signifiant référent, ou bien uniquement le signifiant. Bon, là, c'est la question de la relation du signifiant à son objet, en réalité, hein. Et donc la question de savoir quel type de relation il y a entre signe et objet. Donc, cette relation peut être conçue elle-même comme une priméité, une secondéité ou une tiercéité. Si elle est conçue comme une priméité, on a l'icône, donc avec une relation de ressemblance entre signe et objet. Hein. C'est là que va s'insérer donc la problématique de l'analogie. Et puis, on peut avoir une relation indexicale si on a une secondéité entre signe et objet, parce que la notion d'index, hein, c'est la même chose qu'en linguistique, les indexicaux au sens des déictiques, etc. Hein, c'est l'idée que on a une relation avec l'ici et maintenant. Et puis la relation signe-objet comme tiercéité, c'est-à-dire comme symbole, où là, il n'y a ni relation iconique, ni relation indexicale entre signifiant et signifié. Donc c'est une pure et simple convention, si l'on veut. Hein. Une règle, une convention sociale, une habitude qui relie signifiant et signifié. Il n'y a plus de motivation, si vous voulez. Alors, je rappelle aussi que cette description traite de la notion d'icône, mais que cette notion d'icône pose un problème particulier parce qu'elle n'est pas directement liée à ce que les linguistes appellent iconicité. Là, ça complique un petit peu, hein, parce que non seulement il faut d'abord comprendre ce que Peirce entend par icône, ce qui n'est pas forcément très facile, hein, mais en gros, on le comprend comme un membre de cette triade icône, index, symbole, qui est elle-même une triade comme membre d'une autre triade qui associe donc d'autres types de relations, hein, le signe comme priméité et le signe comme tiercéité. Bon, mais une fois qu'on a compris ça, il faut aussi aller plus loin et voir la distance qu'il y a entre la notion d'iconicité chez les linguistes et l'icône peircienne. Et là, je cite un passage d'un article que j'avais donné à une revue il y a quelques années, dans lequel je disais la chose suivante. Une similarité implique deux éléments. Il y a donc une tension paradoxale dans la définition de l'icône, puisque, comme on l'a vu dans le résumé précédent, l'icône appartient à la catégorie de la priméité, mais elle implique une secondéité, puisque si on parle de ressemblance, c'est ressemblance entre deux choses. Donc comment on peut avoir une priméité si on a une notion de ressemblance qui implique deux choses? Là, il y a une sorte de paradoxe. Bon, passons sur la phrase suivante qui renvoie à l'idée de... Parce que chez Peirce, on a cette idée que l'icône est un cas limite, hein, de la catégorie du signe. Ce qu'il appelle un cas dégénéré, comme on parle en mathématiques de cas dégénéré, par exemple le cercle, c'est un cas dégénéré de l'ellipse, etc. Passons. Cette tension est un autre aspect de l'icône comme cas dégénéré, c'est-à-dire comme cas limite d'une catégorie. Mais si on illustre le concept d'icône par des exemples comme ceux du portrait ou de la photographie, ce qui sont les illustrations les plus courantes dans les textes de linguistique qui parlent de l'iconicité, on commence par dire, voilà, c'est une icône, par exemple, le portrait, la photographie, qui effectivement sont des icônes tout à fait évidentes, puisque on a là, dans un portrait ou une photographie, une ressemblance entre l'image elle-même et puis la chose qui est représentée ou la personne qui est représentée sur l'image. Bon, donc ça, ce sont des exemples évidents d'icônes. Dans ce cas-là, évidemment, on ne perçoit pas bien le caractère paradoxal de la définition de l'icône. On voit bien la notion de similarité dans cette description, mais pas la notion de priméité. Et donc, il faut aller chercher d'autres types d'exemples pour bien comprendre en quoi l'icône est une priméité. Hein, parce que, je vous le rappelle, l'icône a à voir avec la priméité. Hein, ici. Alors, le type d'exemple qu'on trouve chez Peirce et qui illustre bien
l'icône dans un sens beaucoup plus proche, je pense, de ce que Peirce visait par le concept même d'icône, c'est, je prends seulement le deuxième exemple pour aller plus vite, parce que de toute façon j'ai en principe, je crois, déjà commenté cela lors de la dernière séance. Lorsque vous contemplez un tableau, il y a un moment où nous perdons la conscience que cela n'est pas l'objet. La distinction entre le réel et la copie disparaît, et c'est à ce moment-là un pur rêve, pas une existence particulière et pas non plus une chose générale. À ce moment-là, nous sommes en train de contempler une icône. Donc, le concept d'icône, ici, il est illustré par cette situation dans laquelle vous êtes face à un tableau, et en regardant ce tableau, il y a un moment où vous avez l'impression d'être dans le tableau. C'est-à-dire que là, la relation de similarité finit par être une sorte de relation d'identité. Donc là, ça correspond très bien à l'analogie telle que je la définis, mais ça, c'est vraiment l'icône au sens, à mon avis, le cœur du concept d'icône au sens peircien. C'est l'idée qu'à un moment donné, il n'y a plus de différence entre le signe et la chose. Le signe donne vraiment accès à la chose. On est face à la chose, on contemple une icône. Bon, mais alors, ce type d'expérience, évidemment, n'est pas ce que visent les linguistes par le terme d'icône, d'iconicité. Alors là, il faut aller chercher autre chose chez Peirce, c'est-à-dire la distinction entre icône et hypo-icône. Alors, en fait, si vous voulez, Peirce va finir par être obligé de distinguer deux choses assez subtil à distinguer finalement. Il va distinguer être une icône et être iconique. Alors, un signe par priméité est à l'image de son objet. Et, plus strictement parlant, ça ne peut être qu'une idée. Mais un signe peut être iconique. Vous voyez, ça, c'est la différence entre être une icône et être iconique. C'est-à-dire qu'il peut représenter cet objet principalement par sa similarité, quel que soit son mode d'être, c'est-à-dire même si ce n'est pas une priméité. Si on veut un substantif, un représentamen iconique peut être appelé une hypoicône. Toute image matérielle, comme une peinture, est largement conventionnelle dans son mode de représentation, mais en elle-même, sans légende ou étiquette, elle peut être appelée une hypoicône. Et ce sont les hypoicônes qui sont ensuite distinguées. Alors vous voyez, il reconduit la triade priméité, secondéité, tiercéité. Il y a la première priméité, les images. Ensuite, des secondéités, qui sont qui là représentent des relations dyadiques entre les parties de choses qui sont analogues à des relations entre leurs propres parties, ce sont les diagrammes, et puis d'autres qui sont les métaphores. Donc, ici, on voit qu'il y a premièrement une distinction entre icône et hypoicône, que l'hypoicône, là, prend en charge la ressemblance sans qu'il y ait ce problème on se débarrasse, si vous voulez, du problème du concept de priméité qui était attaché à l'icône dans son sens à l'icône, au concept d'icône. C'est pour ça qu'on a besoin du concept d'hypoicône. Parce que le concept d'icône doit être une priméité. Si ça n'est pas une priméité, comme dans le cas du mot où il y a une ressemblance entre le signifiant et le signifié, j'ai deux choses, donc je ne suis plus dans une priméité. Donc je ne peux plus utiliser le terme d'icône, puisque le terme d'icône doit renvoyer à une priméité. Je suis dans un type d'être comme signe qui a un aspect de secondéité. Dans ce cas-là, je ne regarde plus le type d'être et je regarde simplement la notion de similarité, quel que soit le type d'être. Mais à ce moment-là, si je ne regarde plus le type d'être, je ne suis plus dans l'icône, je suis dans l'hypoicône, donc dans quelque chose qui est basé sur la ressemblance. Et une fois qu'on est dans l'hypoicône, on peut distinguer trois grands types, à nouveau, qui sont l'image, le diagramme et la métaphore.
sachant que ces trois grands types peuvent eux-mêmes être déduits de cette triade priméité, secondéité, tiercéité. Bien. Donc, premièrement, distinction entre hypoïcones et icônes, et deuxièmement, distinction à l'intérieur des hypoïcones de trois types, image, diagramme, métaphore. Alors, on va voir que dans l'article, donc c'est ce cadre théorique-là que reprend Jacobson et qu'il essaie d'appliquer à la linguistique. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette notion d'icône, d'iconicité? Alors, il ne parle pas d'hypoïcone, vous verrez dans l'article, mais en réalité, c'est cela qui est visé. Mais il est question de diagrammes et d'images. Alors, j'ai photocopié le texte, il est en très petit, hein, j'ai fait des économies de papier. Je le mettrai sur le site. Il est en deux versions, ce texte. Bon, là, je vous ai donné la version française, mais il a été publié aussi en anglais. Tenez, je vous fais passer, on va faire passer dans les deux sens. Il y a 3 pages hein, pour avoir le texte dans sa totalité. Tenez. Alors, si vous voulez, ce qu'on va faire, je vais attendre que tout le monde récupère le texte, et puis on va lire un petit peu le début pour le cadrage, pour que vous voyez un petit peu le style le type de propos qui est en jeu là, et ensuite donc je synthétiserai le contenu du texte. Je ne sais pas si j'en ai fait assez, j'en ai fait 20, je crois. Combien vous êtes là? 3, 6, 8. Oui, il en manquera peut-être 2 ou 3. Hein, donc je ferai d'autres copies si nécessaire. Donc, le texte est extrait de la revue Diogène en 1965. Vous voyez par curiosité le sommaire, hein. Vous avez un article de Benveniste, un article de Chomsky, de Martinet, de Phonak, hein, quand même de bonnes références. Alors, voyons donc ce début de texte. Je lis le début. Étant donné que dans le discours humain, des sons différents ont une signification différente, le fameux manuel que publia Leonard Bloomfield en 1933 concluait, à nouveau c'est une citation de Bloomfield, qu'étudier la coordination entre certains sons et certaines significations, c'est étudier la langue. Donc, vous voyez, dès le début, ce qui est en jeu, c'est la question de l'étude de la relation entre des sons et des significations. Déjà un siècle plus tôt, Wilhelm von Humboldt enseignait, c'est une nouvelle citation, qu'il existe entre le son et la signification une apparente connexion, laquelle cependant ne se prête que rarement à une élucidation exacte, n'est souvent qu'entrevue et dans la plupart des cas demeure obscure. Bon, là c'est un sujet que je n'aurai probablement pas le temps de développer, mais on a effectivement chez Humboldt tout un développement de cette notion d'iconicité sous un angle un peu particulier, dans une philosophie post-kantienne. Là, il y a un livre intéressant intitulé Humboldt, ou le sens du langage, de Jürgen Traban. Mais je pense que je n'aurai pas le temps d'en parler. Alors, je poursuis. Depuis l'Antiquité, cette connexion a constitué, pour la science du langage, un éternel problème. Donc, toujours, on parle de la connexion entre son et signification. L'oubli total dans lequel, cependant, l'avaient laissé sombrer les linguistes du passé récent peut être illustré par les louanges couramment adressées à la prétendue nouveauté de l'interprétation par Ferdinand de Saussure du signe, en particulier du signe verbal, comme unité indissoluble de deux constituants, le signifiant et le signifié, alors que cette conception
aussi bien que la terminologie dans laquelle elle s'exprimait, était entièrement reprise de la théorie stoïcienne vieille de 1200 ans. Donc vous voyez que la première référence à Saussure qui apparaît est une référence, disons, un peu critique, hein, avec cette idée que on a cru percevoir une nouveauté dans la façon saussurienne de comprendre la notion de signe linguistique, mais pour Jacobson, cette notion, ce concept de signe que Saussure développe, s'inscrit dans une histoire, reprend des choses qui existaient dès les stoïciens. Alors ça, c'est quelque chose évidemment que contesteraient des saussuriens contemporains, hein, enfin tout au moins des spécialistes, sans parler de saussuriens, mais des spécialistes de Saussure, qui développent l'idée qu'il y a tout de même quelque chose de très original dans la théorisation du signe chez Saussure. Pas tellement l'arbitraire lui-même dont on va parler, mais plutôt la notion, les conséquences de l'arbitraire. Bref. Donc, vous avez ensuite un développement qui argumente cette idée que cette théorie du signe est ancienne. Donc, cette doctrine considérait le signe sémeion comme une entité constituée par la relation entre le signifiant semainon et le signifié seimainomènon. Le premier était défini comme sensible, bon, je ne lis pas à chaque fois les mots grecs, hein, et le deuxième comme intelligible, ou bien, pour utiliser un concept plus familier aux linguistes, traduisible. En outre, la référence apparaissait comme clairement distinguée de la signification, donc là, on parle de la référence au sens de la référence extralinguistique, hein, la référence au monde, clairement distinguée de la signification par le terme tunkanon. On trouve dans les écrits de saint Augustin une adaptation et un développement plus poussé des recherches des stoïciens sur l'action des signes, avec recours à des termes calqués du grec, le signum par exemple, dit être constitué par le signans et le signatum. Notons à ce propos que ce couple de concepts et d'étiquettes en corrélation ne fut adopté par Saussure qu'au milieu de son dernier cours de linguistique générale, peut-être par le truchement de la noologie de Gompertz. La doctrine citée est au fondement de la philosophie médiévale du langage, dont il faut admirer le développement, la profondeur et la variété de points de vue. Le double caractère de tout signe, et pour reprendre les termes d'Occam, la double cognition qui en résulte, furent parfaitement assimilés par la pensée scientifique du Moyen-Âge. Bon, donc, Saussure, très bien, mais il ne fait que répéter des choses qu'on savait depuis très longtemps. Et là, il introduit Peirce. Parmi les penseurs américains, le plus inventif et le plus universel fut probablement Charles Sanders Peirce, qui fut si grand qu'aucune université ne trouva de poste pour lui. Bon, un peu d'ironie. Sa première tentative de classification des signes, remarquable de perspicacité, donc intitulée Sur une nouvelle liste des catégories, un texte très célèbre, paru dans les actes de l'Académie américaine des arts et des sciences, année 1867. Et 40 ans plus tard, résumant le travail de toute une vie sur la nature des signes, l'auteur déclarait, citation, « Je suis, autant que je sache, un pionnier, ou plutôt un défricheur, dans l'entreprise de déblayer le terrain et de frayer la voie de ce que j'appelle sémiotique, c'est-à-dire la doctrine de la nature essentielle et des variétés fondamentales de la sémiosis possible. Et je pense que le domaine est trop vaste, la tâche trop immense pour un initiateur. » Donc, Peirce est considéré comme l'inventeur de la sémiotique avec un grand malentendu là-dessus, c'est-à-dire que pour Peirce, mais ça je l'ai déjà expliqué, mais je le répète pour les étudiants qui arrivent là, pour Peirce, l'idée n'était pas de développer une sorte de discipline particulière, science des signes qu'on appelle la sémiotique. Pour lui, c'était en fait la philosophie qui était une sémiotique, c'est-à-dire que sa thèse de départ étant qu'on ne peut pas penser sans le secours des signes, que de toute façon, analyser la pensée, c'est analyser des signes, puisque penser, c'est manipuler des signes, eh bien, une sémiotique, c'est un nom d'une certaine manière de faire de la philosophie. Hein. C'est pas le nom d'une discipline spéciale qui s'est développée depuis, bien sûr, qui a pris une forme d'autonomie, hein,
et qui se nomme ce qu'on appelle aujourd'hui la sémiotique. Bon, alors, il avait une conscience aiguë, je poursuis la lecture, il avait une conscience aiguë du caractère inadéquat des prémices théoriques générales sur lesquelles se fondaient les recherches de ses contemporains. Le nom même de sa science des signes remonte à l'antique sémiotiquais. Peirce estimait hautement et exploita largement l'expérience des logiciens anciens et médiévaux, penseurs de l'ordre le plus élevé, ça c'est une citation de Peirce à nouveau, non sans condamner sévèrement la fureur barbare avec laquelle était communément traitée la merveilleuse finesse des scolastiques. Alors là, sur ce sujet, vous pouvez consulter sur le site du Collège de France les leçons de Claudine Tiercelin de cette année, qui en fait sont toutes consacrées au rapport entre les logiciens médiévaux et Peirce, parce que Claudine Tiercelin est une des rares spécialistes françaises de Peirce. Et elle analyse cela très en détail et d'une manière très, très compréhensible, très pédagogique. En 1903, il exprime à la ferme conviction que si, au lieu de laisser tomber dans l'oubli la vieille doctrine des signes, on en avait poursuivi l'élaboration avec ardeur et avec génie, le XXe siècle aurait pu, dès sa naissance, disposer de sciences particulières d'importance aussi vitale que, par exemple, la linguistique, déjà notablement plus avancées qu'on ose espérer qu'elles le seront au terme de la première moitié du siècle. Bon. Alors, donc, vous voyez que dans ce paragraphe, on a une présentation très élogieuse de la pensée de Peirce, et on va voir en contraste ce qu'il dit, il revient à Saussure, pardon. À partir de la fin du siècle dernier, Saussure se fit l'avocat d'une discipline analogue. Donc on est en train de parler de la sémiotique. Stimulé à son tour par l'impulsion hellénique, il lui donna le nom de sémiologie. Donc il y a sémiotique du côté de Peirce, sémiologie du côté de Saussure, mais c'est un peu la même chose. Et attendit de cette nouvelle branche du savoir une élucidation de la vie des signes et des lois qui les régissent. D'après lui, la linguistique était destinée à ne devenir qu'une partie de cette science générale. Sa tâche serait de définir ce qui fait de la langue un système spécial dans l'ensemble des faits sémiologiques. Bon, il serait intéressant d'établir s'il y a eu filiation directe ou seulement convergence entre les efforts de ces deux savants pour fonder cette étude comparée des systèmes de langue. Des systèmes de signes, pardon. Donc, certes, Peirce est l'inventeur de la sémiotique, mais on a aussi quelque chose qui ressemble beaucoup à la sémiotique, une science des signes, qui vient de Saussure, et qui, évidemment, du point de vue théorique, conceptuel, etc., en réalité, n'a strictement rien à voir. Les notes de sémiotique que Peirce jeta sur le papier au long d'un demi-siècle ont une signification d'importance historique, et si elles n'étaient pas demeurées en majeure partie inédite jusqu'aux années 30 et suivantes, ou si, à tout le moins, ces ouvrages publiés avaient été connus des linguistes, ces recherches auraient sans doute exercé une influence unique sur le développement international de la théorie linguistique. Donc en fait, Peirce a été méconnu pendant très longtemps, publié très tard, d'où le fait qu'il n'a pas eu l'influence qu'il aurait pu avoir sur la linguistique. Donc vous voyez que le geste de Jacobson, c'est de dire, bon, utilisons les apports d'un philosophe oublié, enfin tout au moins qui est insuffisamment connu et qui pourrait nous rendre des services en linguistique. Alors je poursuis, et là on va entrer dans le détail de l'analyse. Peirce, tout comme Saussure, établit une distinction nette entre les qualités matérielles, le signifiant de tout signe, et ce qu'il appelle donc son interprétant immédiat, c'est-à-dire le signifié. Donc, ça, on l'avait vu précédemment, là où on a chez Peirce, chez Saussure, signifiant et signifié. Signifiant, donc, le signifiant, c'est un signifiant qui peut être oral, enfin phonique, graphique, ou gestuel, pour le langage gestuel des sourds-muets. Et ce signifiant, il est nommé représentamen chez Peirce et signifiant chez Saussure. Et puis le signifié, donc la signification attachée à cet aspect matériel,
est nommé, donc signifié chez Saussure, mais interprétant ou interprétant immédiat chez Peirce. Alors évidemment, le parallèle est trompeur, hein, parce que la théorie peircienne, elle est ternaire. Il y a le référent, enfin bon, c'est-à-dire il y a l'objet en même temps, hein, donc il y a trois choses. Il y a le représentamen, l'interprétant et l'objet. Alors que la théorie saussurienne est dualiste. Il y a juste le signifiant et le signifié. Donc en réalité, c'est très très différent. Et puis par ailleurs, comme je le suggérais tout à l'heure, chez Saussure, il y a cette idée que on ne peut pas dissocier le signifiant du signifié. Il y a une dualité du signe, on ne peut pas étudier le signifiant. Justement, une langue, c'est quelque chose qui produit des associations signifiant-signifié. On ne peut pas séparer le signifiant du signifié. Bon, donc là, Jacobson, il va un peu vite dans ses rapprochements entre Saussure et Peirce, mais poursuivons. La différence qui se manifeste dans la relation entre le signifiant et le signifié lui permet de distinguer trois variétés fondamentales de signes ou de représentamen dans sa terminologie. Alors là, il y a une petite erreur de Jacobson. Hein. Quand il parle de trois variétés fondamentales, de signes, alors soit il veut dire signifiant, mais il y a quelque chose de confus ici, hein, parce que le représentamen chez Peirce ne désigne pas la totalité du signe. Bon, bref. Alors, trois variétés fondamentales de signes. Donc, vous voyez, l'icône, l'indice et le symbole. Et là, vous allez retrouver ce qu'on a vu tout à l'heure. L'icône opère avant tout par la similitude de fait entre son signifiant et son signifié, par exemple, entre la représentation d'un animal et l'animal représenté. La première vaut pour le second, tout simplement parce qu'elle lui ressemble. Alors, là, on avait vu, hein, je vous avais donné l'exemple des pictogrammes. Hein, dans un pictogramme, on a un signe visuel, hein, qui a une ressemblance immédiate avec ce qu'il désigne et qui permet de l'interpréter sans disposer sans avoir besoin d'un apprentissage d'une certaine façon. Bon. Donc ça c'est l'icône. Ensuite vous avez l'indice, donc qui correspond à l'index, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Alors tout à l'heure on a vu que il y avait ici, hein, la relation signe-objet comme secondéité index, ça, on peut dire aussi indice. L'indice, je continue la lecture, opère avant tout par la contiguïté de fait vécu. Alors pourquoi vécu ? Parce qu'il y a cette idée que dans l'indexicalité, on est dans l'ici et maintenant. Alors que la ressemblance, elle est de toute éternité, si vous voulez, hein, entre le signe et l'objet. Elle est une pure possibilité, d'une certaine façon. Donc, contiguïté de fait vécu entre son signifiant et son signifié. Par exemple, la fumée est indice d'un feu. La notion passée en proverbe qu'il n'y a pas de fumée sans feu permet à n'importe quel interprète de la fumée d'inférer l'existence du feu, que celui-ci ait ou non été allumé intentionnellement en vue d'attirer l'attention de quelqu'un. Robinson Crusoe a trouvé un indice. Son signifiant était la trace d'un pied dans le sable et le signifié inféré à partir de cette trace la présence d'un être humain sur son île. L'accélération du pouls, considérée comme symptôme probable de fièvre, est également un indice. Et dans des cas de ce genre, la sémiotique de Peirce conflue avec l'étude médicale des symptômes des maladies qui portent le nom de séméiotique, séméiologie ou symptomatologie. On dit plutôt sémiologie aujourd'hui. Bon, donc icône, indice, et puis le dernier cas, c'est le symbole. Le symbole opère avant tout par contiguïté instituée, apprise, entre le signifiant et le signifié. Cette connexion consiste dans le fait qu'elle forme une règle, c'est une citation de Peirce, et ne dépend pas de la présence ou de l'absence de quelque similitude ou de contiguïté que ce soit.
l'interprète d'un symbole, quel qu'il soit, doit obligatoirement connaître cette règle conventionnelle, il doit avoir appris donc la convention, et c'est seulement et exclusivement à cause de cette règle que le signe sera effectivement interprété. Alors, pour résumer donc cette tripartition qu'il faut que vous ayez clairement à l'esprit entre image, index et symbole, entre icône, indice et symbole. Encore une fois, il me semble que l'exemple du signe du signe pictographique est le plus facile à comprendre. On va avoir une icône quand on aura un pictogramme. Pictogramme de n'importe quoi. Je ne sais pas, par exemple, le verre qui indique fragile. Est-ce que c'est un verre qui est barré? Je ne me souviens plus quand on. Ou alors je vous donnais cet exemple que je reprends toujours, qui est le pictogramme qui indique la distinction entre les toilettes pour hommes et les toilettes pour femmes. Il y a forcément une représentation graphique qui est interprétable quelle que soit notre langue. Et c'est pour cette raison qu'on utilise ces pictogrammes, par exemple, dans des aéroports où il y a une circulation internationale, où on ne pourrait pas écrire dans la langue du pays où se situe l'aéroport hommes et femmes sur la porte des toilettes si on voulait s'y retrouver, parce que, je veux dire, on ne pourrait pas, on serait dans ce cas du côté du symbole, donc il faut connaître la langue. Donc le pictogramme, il est directement lisible, c'est iconique. L'exemple de l'indice, c'est l'exemple de mots comme ici, si je dis ici il fait beau, comment j'interprète ici? Forcément par une référence au moment où je me trouve, donc il y a une contiguïté entre le moment où le lieu où je parle et disons entre le sens de ici, le fait de prononcer le mot ici, qui renvoie donc au lieu où je suis lorsque je prononce le mot ici. Et puis enfin le symbole qui suppose donc qu'on ait appris le rapport entre le signifiant et le signifié. Donc on verra que chez Peirce, il y a cette idée que ce ne sont pas des types de signes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des signes qui sont uniquement des icônes, d'autres qui sont uniquement des indices et d'autres qui sont uniquement des symboles. Par exemple, si je prends le mot ici, il a quand même une dimension symbolique. Il faut avoir appris que en français, ici signifie effectivement le déictique. Mais donc il y a une partie symbolique, mais il y a aussi une partie indexicale, puisque je ne peux comprendre l'utilisation du mot ici dans un discours que si je vois où la personne me montre. Pas, si quelqu'un vous dit range ça ici et que vous ne voyez pas l'endroit qu'elle montre, vous ne pouvez pas interpréter sa phrase. De même, un pictogramme, il a quand même une partie conventionnelle. On peut, et il a aussi une partie indexicale, puisque le pictogramme, comme je vous disais, le pictogramme qui indique les toilettes hommes-femmes, il est placé sur une certaine porte, donc il vaut pour cet endroit-là. Donc il a cette dimension indexicale aussi. Donc ce sont des modes de fonctionnement qui se superposent, et qui se mêlent, et ça ne permet pas de dire il y a des signes qui sont uniquement des indices, d'autres qui sont uniquement des icônes, d'autres qui sont uniquement des symboles. Alors,
Ensuite, vous avez un développement sur l'idée que le terme de symbole est un peu problématique. Bon, mais je passe sur ce point qui est secondaire. Il y a une discussion possible sur le fait de savoir si symbole, symbolique est un mot pertinent. Alors, maintenant on entre plus, on commence à entrer plus en détail dans l'analyse. Vous voyez que c'est un modèle de texte où vous avez des considérations un petit peu générales qui petit à petit donc se centrent vers l'objet du propos. Donc je poursuis la lecture à page 25. La renaissance des controverses ayant trait à la sémiotique remet à l'ordre du jour la question discutée avec sagacité dans le Cratyle, passionnant dialogue de Platon. Le langage attache-t-il la forme au contenu par nature, Fusei, comme le veut le personnage dont le nom fournit ce titre au dialogue, ou par convention, Thései, conformément aux arguments contraires d'Hermogène. Donc l'idée de Jacobson, c'est que à partir de Peirce, de la sémiotique de Peirce, puisque Peirce introduit comme concept fondamental de la sémiotique cette notion d'icône basée sur l'idée qu'il y a une ressemblance entre la forme et le contenu du signe, c'est une occasion de repenser cette relation entre signifiant et signifié qui était déjà discutée dans ce texte de Platon qui oppose Cratyle et Hermogène. Donc je poursuis. Dans le dialogue de Platon, le meneur de jeu Socrate est enclin à reconnaître que la représentation par ressemblance est supérieure à l'emploi de signes arbitraires, mais en dépit de la puissance de séduction de la ressemblance, il pense devoir admettre l'intervention d'un facteur complémentaire, la convention, la coutume, l'habitude. Bon, passons sur ce résumé un peu partiel, disons, du texte de Platon. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Donc, je poursuis. Parmi les savants qui, sur ce point, suivirent les traces de l'Hermogène de Platon, donc Hermogène, c'est celui qui, donc, refuse l'idée qu'il y ait une ressemblance entre les sons et les significations. Et Cratyle, c'est celui qui croit à cette ressemblance. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on utilise parfois le terme de cratylisme lorsqu'on parle de l'idée selon laquelle il y aurait des relations entre le sens et le son. On parle de cratylisme dans ces cas-là. Alors, donc, parmi les savants qui sur ce point suivirent les traces de l'Hermogène de Platon, il faut attribuer une place de premier plan au linguiste de Yale, Dwight Whitney, qui exerça sur la pensée linguistique européenne une influence considérable en développant la thèse que la langue est une institution sociale. Dans ses ouvrages capitaux de 1867 et 1874, la langue était définie comme un système de signes arbitraire et conventionnel. Bon, donc ça, c'est un exemple d'auteur qui, selon Jacobson, a été repris par Saussure. Donc je poursuis, cette doctrine fut reprise et développée par Ferdinand de Saussure et elle prit place dans l'édition posthume de son cours de linguistique générale arrangé par ses disciples Bally et Séchel. Le maître déclare, ouvrez les guillemets, sur le point essentiel, le linguiste américain nous semble avoir raison. La langue est une convention et la nature du signe dont on est convenu est indifférente. Autrement dit, on dit table pour désigner une table, chaise pour désigner une chaise, tout simplement parce que c'est une convention. Nos ancêtres ont dit table pour table, chaise pour chaise, mais après tout, il aurait pu que le son chaise serve à désigner les tables et que le son table serve à désigner les chaises. C'est ça l'idée. Donc, l'arbitraire, poursuit Jacobson, est posé comme le premier des deux principes généraux qui permettent de définir la nature du signe linguistique, le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire. Le deuxième principe, c'est la linéarité. Le commentaire du maître fait ressortir que,
ouvrez à nouveau les guillemets, c'est Saussure, donc enfin, c'est un extrait du cours de linguistique générale. Ce principe n'est contesté par personne, mais il est souvent plus aisé de découvrir une vérité que de lui assigner la place qui lui revient. Le principe énoncé plus haut domine toute la linguistique de la langue, au sens saussurien du terme, c'est-à-dire le code verbal. Ses conséquences sont innombrables. Donc vous voyez qu'ici, Saussure dit bien qu'il n'est pas original en parlant d'arbitraire, puisqu'il dit ce principe n'est contesté par personne. Ça suppose que d'autres en ont parlé avant lui, et que, bon, voilà, tout le monde est d'accord. Simplement, lui, ce qu'il va apporter, c'est une réflexion sur les conséquences de cette idée. Et cela, Jacobson ne va pas en parler. En accord avec Bailly et Séchet, Meillet et Vandriès mirent également en lumière l'absence de rapport entre son sens et son, et Bloomfield fit écho au même point de doctrine, les formes de la langue sont arbitraires. Donc ça, si vous voulez, ça résume ce que Jacobson visait précédemment en parlant donc à propos de Peirce, donc de l'idée que la linguistique récente s'est engagée sur des voies qui ne sont pas compatibles avec la pensée peircienne. Alors, donc, l'arbitraire apparaît comme une idée dominante, à l'époque en tout cas, et contesté tout de même par quelques-uns. Alors, c'est ce que dit le paragraphe suivant. Vous avez quelques exemples, Jespersen, Damourette, Épichon, Bollinger, voilà, qui ont un certain nombre, vous avez un certain nombre de linguistes qui défendent l'idée que le signe n'est pas arbitraire. Bon, mais ça reste, disons, lettre morte dans la recherche linguistique finalement. Véritablement, donc je poursuis au deuxième paragraphe de la page 26, véritablement le programme fondamental tracé par Saussure d'une analyse linguistique intrinsèque de tout système idiosynchronique interdit d'invoquer les différences de son et de signification dues au facteur espace ou temps à l'appui du caractère arbitraire de la connexion entre les deux constituants du signe verbal. La paysanne suisse-allemande qui demandait pourquoi ses compatriotes de langue française disent fromage, Käse ist doch viel natürlicher, c'est-à-dire en gros, voilà, soi-disant une paysanne qui se demande pourquoi les Français disent fromage alors que c'est beaucoup plus naturel de dire Käse, c'est-à-dire le mot fromage en allemand. Tout ça c'est pour illustrer, si vous voulez, le point de vue de Benveniste qui dit que, vu de l'extérieur, le signe paraît arbitraire, mais pour les locuteurs, l'association signifiant-signifié est naturelle. Bon. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas arbitraire, mais elle est perçue comme naturelle. Mais cette nécessité naturelle doit-elle être attribuée exclusivement à la pure habitude? Est-ce que les signes verbaux, car ce sont des symboles, opèrent seulement en vertu de l'habitude qui associe leur signifié avec leur signifiant? Alors, dans le paragraphe suivant, Jacobson formule ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette idée qu'on n'a pas trois grandes classes de signes, mais qu'on a des sortes de degrés. Donc, je lis, l'un des traits les plus importants de la classification sémiotique de Peirce réside dans la perspicacité avec laquelle il a reconnu que la différence entre les trois classes fondamentales de signes n'était qu'une différence de place au sein d'une hiérarchie toute relative. Ce n'est pas la présence ou l'absence absolue de similitude ou de contiguïté entre le signifiant et le signifié, ni le fait que la connexion habituelle entre ces constituants serait l'ordre du fait pur ou de l'ordre de l'institutionnel pur, qui sont au fondement de la division de l'ensemble des signes en icônes, indices et symboles, mais seulement la prédominance de l'un de ces facteurs sur les autres. C'est ainsi que ce savant parle d'icônes pour lesquelles la ressemblance est assistée par des règles conventionnelles, bon, donc, etc. Donc, vous voyez cette idée qu'on a donc une sorte de
combinaison d'aspects iconiques, indexicaux ou symboliques dans les signes, et en particulier dans les signes linguistiques. Alors, je passe sur ce paragraphe qui développe cela. Je reprends page 27, le deuxième paragraphe. Le souci qu'a eu Peirce de mettre en lumière le rôle joué par le cumul des trois fonctions, donc ces trois fonctions, iconiques, indexicales et symboliques, avec des différences de degré dans chacun des trois types de signes, en particulier l'attention scrupuleuse qu'il a fait porter sur les composants indicatifs et iconiques, indicatifs ou indexicaux, il faut comprendre, indices, indicatifs, indexicaux, et iconiques des symboles verbaux, sont intimement liés à sa thèse que, et là c'est un point important, les plus parfaits des signes sont ceux dans lesquels le caractère iconique, le caractère indicatif et le caractère symbolique sont amalgamés en proportion aussi égale que possible. Alors que chez Saussure, c'est ce que dit la phrase suivante, réciproquement, l'insistance de Saussure sur le caractère purement conventionnel du langage est liée à son assertion que les signes entièrement arbitraires réalisent mieux que les autres l'idéal du procédé sémiologique. Donc vous avez chez Saussure l'idée que le signe par excellence, le signe qui doit être le modèle de la sémiologie, de la théorie des signes, c'est le signe arbitraire. Parce que pour lui, c'est la convention qui est à la base de tout. C'est une des raisons. Alors que chez Peirce, on a cette idée qu'il faut que le signe le plus représentatif, le signe qui, dans quel sens, c'est-à-dire le signe qui serait, peut-être le plus prototypique de ce qu'est un signe dans une théorie sémiotique, c'est un signe qui est équilibré dans ses dimensions, à la fois iconique, indexicale et symbolique. Donc, vous voyez que là, il y a une différence de point de vue très importante. Alors, ensuite, Jacobson renvoie à un article qu'il a consacré à la question des indexicaux, qu'il appelle ici indicatif, donc son article de 57, les embrayeurs, les catégories verbales et le verbe russe. Donc là, effectivement, ça c'est une question en linguistique qui, depuis de nombreuses années, ne pose aucun problème. Travailler sur la question de l'indexicalité, dans les linguistiques en particulier de l'énonciation, tout ce qui est marquage énonciatif, etc., ça fait partie vraiment de la doxa, de l'analyse linguistique. En revanche, travailler sur l'icône, sur l'iconicité, sur ce qui est de dimension iconique dans les langues, ça reste très très marginal. Alors, Jacobson précise donc qu'il s'intéresse à cet aspect-là, et forçons-nous maintenant d'aborder la structure linguistique sous son aspect iconique, et de proposer une réponse à la question posée par Platon, en vertu de quelle sorte d'imitation la langue attache-t-elle le signifiant ou signifié. Bien. Et à partir de là, vous avez toutes sortes d'exemples. Et je vais donc arrêter la lecture. Je voudrais simplement vous faire remarquer que 2 fois apparaît l'expression dogme saussurien. Vous voyez, page 26 en haut. Mais en fait, l'accord avec le dogme saussurien du caractère arbitraire du signe était loin d'être unanime. On a vu tout à l'heure le dogme saussurien, et il me semble me souvenir que l'expression apparaît aussi vers la fin du texte. Oui, c'est page 36, vous voyez, un peu en dessous du diagramme, là, de l'image avec... vous avez ce paragraphe qui commence par en posant en postulat 2 caractères primordiaux de la langue, l'arbitraire du signe et le caractère linéaire du signifiant. Saussure leur attribue à tous deux une importance également fondamentale. Il était conscient que, si elles étaient vraies, ces lois auraient des conséquences incalculables et détermineraient tout le mécanisme de la langue. Mais le système de diagrammatisation, d'une part manifeste et obligatoire dans toute la structure syntaxique et morphologique du langage, d'autre part latent et virtuel dans son aspect lexical, ruine le dogme saussurien de l'arbitraire. Donc vous voyez que vous avez là cette expression du dogme saussurien de l'arbitraire présenté comme un dogme, c'est-à-dire
comme une sorte de croyance associée à une autorité. Hein, d'autres auteurs vont reprendre cette expression de dogme. C'est comme ça qu'a été perçue à un moment donné cette notion d'arbitraire, comme une sorte d'obligation de penser les choses en linguistique d'une certaine façon, qui interdisait, disons, l'accès à des descriptions et des analyses tout à fait intéressantes. Alors vous lirez le détail, vous verrez comment Jacobson introduit ensuite à l'intérieur dans son propos la distinction entre les différents types d'icônes, images, diagrammes, mais il ne traite pas des métaphores. Alors, je reprends le propos à partir donc de l'article de Jacobson qui, vous le voyez facilement, ne retient pas évidemment toute la complexité de la théorisation peirsienne des signes. Donc, il reprend cette distinction entre image et diagramme. Dans l'image, le signifiant représente les simples qualités du signifié, tandis que dans le diagramme, la ressemblance entre signifiant et signifié ne concerne que les relations entre leurs parties. Peirce définissait un diagramme comme un représentamen qui est de manière prédominante une icône de relation et que des conventions aident à jouer ce rôle. Donc, la distinction entre image et diagramme correspond dans ce qu'on a vu au premier semestre à la distinction entre l'analogie binaire et l'analogie proportionnelle. Dans les diagrammes, on a ce qui est appelé ici une icône de relation, c'est-à-dire une relation entre deux parties d'un objet qui est la même qu'entre deux parties d'un autre objet. Donc la relation, elle n'est plus entre de similarité. La relation de similarité, elle n'est plus entre deux entités, mais elle est entre deux ou plusieurs parties de chacune des entités. Vous avez deux entités qui sont elles-mêmes composées d'éléments, et il y a certaines relations entre ces éléments qui sont les mêmes d'une entité à l'autre, même si les entités elles-mêmes sont tout à fait différentes. Bien. Alors, voyons un peu dans le détail ce que Jacobson décrit, et il décrit surtout les diagrammes. Les images, en fait, il ne va pas beaucoup s'y intéresser, et c'est d'ailleurs très souvent le problème dans les linguistiques de l'iconicité. On s'intéresse toujours aux diagrammes, pas tellement aux images. Et nous, c'est-à-dire au symbolisme phonétique, auquel on s'intéressera, nous, un petit peu plus tard. Donc, il s'intéresse aux diagrammes dans trois grands domaines principaux, en syntaxe, en morphologie et dans le lexique. Alors, premier exemple, très connu, la série de verbes weni, widi, wiki. Je cite ce passage de Jacobson, là. Si la série de verbes weni, widi, wiki nous informe de l'ordre des actions de César, c'est d'abord et avant tout que la séquence des parfaits coordonnés, c'est-à-dire les trois verbes, là, la séquence des trois verbes est utilisée pour reproduire, c'est là qu'il y a l'idée de ressemblance, de similarité, la succession des événements relatés. L'ordre temporel des procès d'énonciation tend à refléter l'ordre des procès d'énoncé. Donc vous avez une sorte de relation, la relation de précéder. Weni précède le signifiant widi, enfin le signifiant weni précède le signifiant widi, comme l'action de venir a précédé celle de voir. Ce qu'on peut schématiser comme ça. Vous avez au plan linguistique dans la phrase trois mots, weni, widi, wiki, et puis dans les événements, vous avez l'ordre qui est le même que celui des mots dans la phrase. Donc ça paraît une évidence telle qu'on se demande pourquoi on en parle, mais en réalité, c'est une constante importante. Je veux dire, on peut modifier l'ordre des événements, mais on peut modifier l'ordre linguistique pour
changer, hein, disons, cette relation iconique-là n'est pas obligatoire, mais elle est, disons, non marquée. Hein. C'est la relation de base qu'on a dans toutes les langues. On a la possibilité de faire autrement, mais aucune langue n'est dépourvue de cette possibilité-là. Dans toutes les langues, on peut exprimer qu'une action a lieu avant une autre en utilisant un mot avant un autre. Alors ensuite, deuxième exemple, la notion de hiérarchie sociale. Alors, on dira toujours le président et le ministre prirent part à la réunion. Jamais on dira le ministre et le président. Hein? Alors que, au fond, la coordination exprime simplement le fait que les deux ont participé à la réunion. Mais on a intuitivement cette impression, et ça, vous n'avez pas besoin de... Je veux dire, je pense que qu'on n'a pas besoin de l'enseigner, ça vient à l'esprit de tout le monde. Enfin, je veux dire de n'importe qui, que l'ordre hiérarchique est reflété ici par l'ordre des mots dans la phrase. Et puis, vous avez aussi un développement, vous verrez si vous lisez le texte en détail, sur les hiérarchies de concepts grammaticaux. Bon, dans la plupart des langues, là, Jacobson s'appuie sur un spécialiste de typologie des langues qui s'appelle Greenberg. L'ordre protase apodos dans les conditionnels, hein, si j'étais riche, j'achèterais une voiture. Cet ordre se trouve dans toutes les langues, et en fait, il y a cette idée que l'ordre reflète le fait qu'une condition, l'existence de la condition est préalable à l'existence de la conséquence. Et puis, même chose pour l'ordre sujet-objet. Alors ensuite, vous avez des développements sur l'application des diagrammes en morphologie. Alors, sur le contraste entre les racines des mots et les affixes, hein, ou entre les bases et les affixes, si vous voulez, on dirait plutôt aujourd'hui. Donc, dans un mot, du point de vue du sens, l'affixe, c'est-à-dire le suffixe ou le préfixe, il est forcément secondaire par rapport à la base. Bon. Donc, cette hiérarchie entre l'importance de la base et le caractère secondaire du préfixe se reflète, selon Jacobson, dans le fait que les affixes sont composés d'un nombre restreint de phonèmes. Ils sont plus courts en plus la plupart du temps, et il donne l'exemple suivant. C'est ainsi, poursuit-il, que les seules consonnes utilisées dans les désinences productives de l'anglais sont des dentales continuées occlusives et leur couple ST. Sur 24 consonnes non sonnantes du russe, seuls 4 phonèmes expressément opposés les uns aux autres fonctionnent dans les désinences. Bon, on lui fait confiance, je ne suis pas allé vérifier ça, mais l'idée ici, c'est que il y a une sorte de particularisation dans le signifiant qui marque la frontière, la distinction entre racine et affixe. Ensuite, autre exemple sur le degré de comparaison des adjectifs. Bon, l'accroissement qu'on a entre l'adjectif de base, le superlatif, le comparatif et le superlatif est traduit par un allongement du mot. Hein. High, higher, highest. Altus, altior, altissimus en latin. Hein, donc, vous avez le comparatif qui est plus grand que l'adjectif de base, et puis le superlatif qui est plus grand que le comparatif. Même chose pour singulier et pluriel, dans pratiquement toutes les langues. Pour fabriquer du pluriel, c'est-à-dire pour dire qu'il y a plus de la chose désignée, on augmente le signifiant, on ajoute du signifiant, hein, donc un augment. Alors, et puis il indique que ce que se surnomme
relativement, la motivation relative hein, peut s'appliquer à ces actions de sous-unités morphémiques, c'est-à-dire ces morphèmes, quoi, qui sont utilisés sur des adjectifs ou qui marquent le pluriel. Et d'ailleurs, Saussure en parlait lui-même. Hein, je veux dire, dans le cours de linguistique générale, il y a un passage comme ça qui intègre la question du pluriel, la façon de fabriquer le pluriel dans une discussion sur la motivation relative. Mais je n'y reviens pas, j'ai déjà pas mal développé cette notion de motivation relative. Alors, la notion de motivation relative, elle est utile pour le lexique. Hein. Dès qu'on a de la motivation relative, forcément, on a une iconicité diagrammatique au sens... c'est-à-dire que si vous prenez Poirier, vous pouvez faire une proportion dans un sens ou dans l'autre. Je sais pas moi, Poirier est à poire, ce que Pommier est à pomme, ce que Cerisier est à cerise. Donc là, vous avez la relation entre poire et poirier qui est la même qu'entre pomme et pommier, qui est la même entre cerise et cerisier. Hein, c'est typiquement l'iconicité diagrammatique au sens de Peirce. Mais au-delà de ces cas de motivation relative, qui d'ailleurs connaissent des degrés, hein, mais on en a déjà parlé, je n'y reviens pas, vous avez des cas un petit peu plus particuliers qui sont développés par Jacobson. Alors, par exemple, le cas des phonestèmes. Alors, on va avoir une conférencière qui est spécialiste, qui a fait sa thèse sur les phonestèmes, qui va venir parler dans le séminaire, donc qui va développer cette idée-là. Les phonestèmes, qui sont donc des parties de mots qui ne correspondent pas à des morphèmes, au sens, qui ne correspondent pas à des morphèmes au sens habituel du terme, mais où on voit qu'il y a quand même quelque chose, une sorte de ressemblance de signifiant qui correspond à une ressemblance de signifié. Alors, une série très connue qui est issue d'un article de Bollinger, bash qui signifie coup, mash béguin, smash coup dur, volée haute, crash, dash, lâche, etc., etc. Vous avez toutes sortes de mots en H qui ont quand même un lien de sens entre eux. Bon. Mais H n'est pas un morphème de l'anglais, au sens où vous pouvez... Il n'a pas une productivité comme, je ne sais pas moi, un morphème... comme le morphème heure à partir de chant, vous fabriquez, enfin le morphème heure à partir d'un radical verbal, à partir de danser, vous faites danseur, à partir de chanter, vous faites chanteur, etc. Là, vous avez un morphème, parce que vous pouvez fabriquer... mais là, on parle, dans ces cas-là, de submorphème. Alors, on va avoir aussi une conférence qui va... peut-être deux, donc c'est Didier Bottineau et Michael Grégoire qui sont spécialistes de ces questions-là, sur la notion de submorphème qui est... elle n'est pas dans les manuels de linguistique, cette notion, pas encore. Hein. Elle le sera peut-être un jour, mais pas encore. Là, on est en train de parler de choses qui n'existent pas encore dans les manuels. Hein. Donc ne cherchez pas submorphème... Alors, je vous donne une petite citation d'un article paru dans la revue Lexis, déjà en 2008, hein, sur la notion de submorphème, donc qui est due à Dennis Phillips. Cependant, l'histoire du développement de la linguistique moderne fait qu'à l'heure actuelle, la définition du concept de submorphème n'est pas encore stabilisée. Si on retient celle proposée par Crystal dans son Dictionary of Linguistics and Phonetics, à savoir a part of a morpheme that has recurrent form and meaning, such as the SL, beginning of slimy, slug, etc. Bon. Donc, par exemple, on serait tenté d'en conclure que le submorphème est une entité uniquement lexicale, et pourtant, comme on le verra, ce concept a aussi sa place en grammaire, car certains morphèmes grammaticaux de l'anglais se laissent eux aussi segmenter en unités plus petites, grâce à la transposition au niveau submorphémique d'un principe d'invariance, énoncé en premier lieu par le linguiste français Guillaume, à savoir que le signe linguistique fixe dans la langue une condition invariante à partir de laquelle se développent des conséquences en nombre illimité. Bon, passons sur le détail, mais je vous donne cette citation simplement pour montrer que cette notion de submorphème, elle est quand même un peu théorisée dans les articles de recherche, hein, et pas
enfin, je veux dire, bon, c'est à date relativement récente. Hein. Là, je crois que d'ailleurs, c'était une revue entièrement consacrée, un numéro de revue dont le thème était entièrement consacré à cette notion de submorphème, mais c'est très rare. Il y a très peu de publications sur ce type de sujet. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y a quand même une référence à Guillaume pour cette notion, et que la notion de submorphème que j'utilise ici pour parler du lexique peut très bien aussi être utilisée pour la grammaire. Par exemple, on pourrait considérer qu'en français, vous avez le même submorphème elle qui est utilisé dans il. Il parle, et dans le chat. On pourrait, je vous donne ça comme un exemple, on pourrait défendre que là il y a un submorphème. On pourrait dire qu'il y a un submorphème i qu'on retrouve dans il, dans qui, voire dans d'autres endroits, enfin, qui renvoie à l'idée de sujet, etc. etc. Bon, mais je donne ces exemples comme des exemples un peu gratuits. Hein. Bien, de même, la paronomase, qui aussi peut être rattachée, mais ça, c'est pas très intéressant, qui peut être aussi rattachée à la question des diagrammes. Attendez, je corrige une petite coquille là. Voilà. Et enfin, non pas tout à fait, enfin il y en a d'autres, la métaphore et la métonymie peuvent être aussi analysées comme des diagrammes, selon Jacobson, puisque vous avez un même signifiant associé à deux signifiés qui entretiennent une relation de ressemblance, métaphore, ou de contiguïté, métonymie. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas la similarité entre les signifiés est traduite par une identité des signifiants, ou bien la contiguïté est traduite par une identité de signifiants. Autre caractéristique morphologique, dans certaines langues, certaines transformations du radical prennent une valeur grammaticale, et cela aussi peut être vu comme un phénomène iconique. Redoublement partiel ou total du radical pour le pluriel littératif, le duratif ou l'augmentatif. Donc là, il y a un certain nombre de travaux déjà sur ça, sur la question de la réduplication. Bon, la palatalisation, un certain nombre de questions morphologiques très spécifiques qui sont développées par Jacobson, qui sont mentionnées par Jacobson dans l'article sans être très très développées, donc je n'insiste pas tellement. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça renvoie des phénomènes que vous avez vus par ailleurs. Bon, mais grosso modo, ces phénomènes sont fondés sur la valeur synesthésique latente de certaines oppositions phonémiques, et cette notion de synesthésie est importante, on la reverra à propos donc du symbolisme phonétique, et on la distinguera de la notion de correspondance transmodale qui est développée chez des auteurs comme De Roy et Spence. Alors, maintenant si on regarde l'iconicité dans les linguistiques contemporaines, donc qui sont la continuation de cette prise de position de Jacobson. Là, je ne vous l'ai pas donné, mais il y a un article dans l'encyclopédie anglaise de linguistique, un article de John Hyman, de l'encyclopédie de linguistique de langue anglaise, où la définition de iconicité renvoie directement à l'article de Jacobson. Cet article, c'est vraiment la base des études linguistiques sur l'iconicité. Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Là, je fais un saut dans le temps. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Donc, je vous donne une définition d'Olga Fischer, qui est
donc de l'université d'Amsterdam, qui est maintenant professeur émérite, mais qui a fondé avec Christina Lundberg, enfin à l'origine avec Max Nenni, mais Max Nenni est décédé. Ensuite, c'est Christina Lundberg qui a pris la suite. Donc un groupe de recherche qui existe depuis 25 ans maintenant et qui organise tous les 2 ans un colloque Iconicity in Language and Literature. Et ce colloque en est à sa 12e édition. La 13e édition va avoir lieu en 2021. Et donc depuis 12e édition, donc ça fait 24 ans, il a eu lieu dans toutes sortes de pays du monde, mais jamais en France. Et là, en 2021, le colloque aura lieu à la Sorbonne, sur le colloque sur l'iconicité. Donc cette définition-là, c'est celle qu'on trouve sur le site le site du groupe de recherche qui organise ce colloque. Donc l'iconicité est une notion qui renvoie à une ressemblance naturelle ou une analogie entre la forme d'un signe, le signifiant, que ce soit une lettre, un son, un mot, une structure de mot ou même l'absence de signe, et puis l'objet ou le concept auquel on réfère dans le monde ou dans notre perception du monde. Donc, vous avez comme l'idée que l'iconicité, c'est une analogie hétérogène entre entre deux types de choses, entre d'une part la forme d'un signe et puis un objet ou un concept. Et puis à partir de là, on retrouve les 2 types de similarité, soit l'image, donc la similarité entre le signe et l'objet peut être due à des traits inhérents dans les deux. Par une inspection directe du signe iconique, on récupère de l'information vraie au sujet de cet objet. Dans ce cas, nous parlons d'une image, d'une iconicité d'image. Imagic iconicity. Comme dans un portrait ou une onomatopée, coucou. Et le signe est appelé une image iconique. Bon. Donc vous voyez à nouveau l'exemple du portrait pour parler d'iconicité. Bon. Mais vous avez bien compris, dans les termes de Peirce, ce n'est pas de l'iconicité, c'est de l'hypoiconicité. Bon, pour celles d'entre vous qui n'étaient pas là au premier semestre, je rappelle pourquoi une onomatopée, ça relève de l'iconicité. Tout simplement parce que le mot coucou désigne l'animal, un oiseau, mais il y a une similarité entre le signifiant de ce mot et ce qu'il désigne. Cette similarité, c'est le fait que le nom de l'animal imite le cri que pousse l'animal. Le cri, le coucou, se caractérise par un cri qui ressemble à coucou. Donc, on n'a pas choisi, en quelque sorte, c'est pas qu'on a choisi, le nom qui s'est installé dans la langue pour désigner cet animal, à la différence de moineau, par exemple, ou je sais pas, moineau n'évoque pas le bruit, le cuit-cuit du moineau. Bon. Le nom qui est donné à cet animal est similaire à l'animal lui-même, c'est-à-dire à au moins une propriété de cet animal, donc à cet animal. Donc ça veut dire, alors vous voyez, là encore, il y a cette idée qu'on a à la fois de la convention et de l'iconicité. C'est-à-dire que c'est pas parce que on vous dit le mot coucou que vous pouvez deviner que c'est l'animal qui produit le son coucou. Il y a quand même une convention qui établit le lien entre l'animal et ce mot. Mais tout de même, ça c'est une chose, le fait qu'il y ait une convention. Pour tous les mots, il y a une convention. Mais la convention, elle peut être plus ou moins arbitraire. C'est-à-dire, que le symbole que vous allez utiliser disons le signifiant plutôt que vous allez utiliser pour renvoyer à cette réalité
même s'il est conventionnel, tout en étant conventionnel, il peut avoir un rapport avec cette réalité ou ne pas en avoir du tout. Dans coucou, il y a un lien entre, même si je faut une convention pour comprendre le mot coucou, il faut avoir appris, eh bien, il y a un lien entre les propriétés du signifiant de ce mot et les propriétés de l'oiseau. Bon. Donc ça, c'est l'iconicité d'image, fondée sur des propriétés communes entre la forme du signe et l'objet du signe. Et puis, le deuxième type d'iconicité, eh bien, c'est l'iconicité diagrammatique qui est illustrée, vous voyez, comme toujours par WYSIWYG, ça vous le trouvez partout, cet exemple. C'est pour ça que je l'ai repris, même s'il est très évident, mais il vient de Jacobson, il est cité par pratiquement tous les auteurs qui illustrent la notion d'iconicité ou qui décrivent la notion d'iconicité. Donc, lorsque nous avons une pluralité de signes, plusieurs signes, l'analogie peut être plus abstraite. Nous avons alors affaire avec l'iconicité diagrammatique, qui est basée sur une relation entre des signes qui reflètent une relation similaire entre des objets ou des actions. Donc dans ce cas-là, on parle de diagramme iconique ou d'icône diagrammatique. Alors, l'insiste, c'est toujours une citation de la même source, il est bien sûr, c'est tout d'abord l'iconicité diagrammatique qui a une grande pertinence pour le langage et les textes littéraires. Et ça, effectivement, on trouve ça partout. Et c'est un peu le problème, c'est-à-dire que la notion d'iconicité, lorsqu'elle est utilisée en linguistique, est utilisée principalement, uniquement, presque uniquement, sous l'angle de l'iconicité diagrammatique. Donc, au fond, de l'analogie proportionnelle. Mais l'analogie d'image est beaucoup moins travaillée. Bien, mais ici est défendue l'idée que, au fond, ce ne sont pas entre iconicité d'image et iconicité diagrammatique, il n'y a pas une séparation claire et nette, mais une sorte de continuum entre les deux. Alors, on obtient, justement, ça c'est un des volumes qui sont publiés chez Benjamin, du colloque dont je vous parlais, Iconicity in Language and Literature. Ça, je ne sais plus quel volume c'est, mais c'est un volume assez ancien. Et donc, dans ce volume, vous aviez un petit tableau qui présente les différents types d'iconicité. Donc, l'iconicité d'image, qui peut être orale, tactile ou visuelle. L'iconicité diagrammatique, qui est distinguée en structurale et sémantique, avec, pour l'iconicité structurale, le simple isomorphisme, l'iconicité de la motivation. Et puis là, les métaphores au sens de la métaphore cognitive, donc qui sont vues comme de l'iconicité diagrammatique. Et puis là, des exemples, centralité, périphérie, distance, proximité, des exemples de ces cas d'iconicité diagrammatique structurale que je vais développer un tout petit peu plus là en vous précisant cela. Ce sont quelques principes donc des linguistiques de l'iconicité. Donc j'emprunte à un article de Talmy Gibbon intitulé Iconicity, Isomorphism and Non-Arbitrary Coding in Syntax, qui vient d'un livre intéressant de Hyman, Iconicity in Syntax. Donc il y a des principes comme ça qui sont des principes qui sont iconiques en fait. Donc il y a un premier principe très général qu'on appelle le principe d'isomorphisme. Toute chose égale par ailleurs, une expérience codée est d'autant plus facile à stocker, à récupérer et à communiquer que le code est isomorphe à l'expérience. Donc, code isomorphe à l'expérience, ça veut dire qu'il y a de la similarité entre les deux. Alors, par exemple, dans le pictogramme, on a une grande isomorphie entre le code et l'expérience à coder. Bon, donc, c'est évident, mais si votre signe y ressemble beaucoup à ce que vous désignez, à ce à quoi renvoie le signe, ce signe sera beaucoup plus facile à manipuler.
Bon, deuxième principe de distinctivité. Plus un aspect de l'expérience est important pour l'organisme ou la culture, en termes de nécessité pragmatique ou adaptative dans le monde réel, plus cet aspect est codé d'une manière distincte dans la langue. Bon, ça aussi, c'est un principe extrêmement général, qui va faire que dans certaines langues, on va avoir des signes pour certaines choses et dans d'autres, on n'en aura pas. Bon, par exemple, on peut appliquer ça tout simplement au lexique. Dans certaines cultures, il y a des mots pour désigner certaines choses qui n'existent pas dans d'autres cultures. Donc ça signifie qu'on a voulu coder un aspect de la culture qui n'est pas codé dans une autre langue. Principe de compensation quantitative. Donc un thème est codé avec d'autant plus de matériaux qu'il est moins prédictible. Alors, par exemple, dans une échelle, si vous voulez, entre le plus prédictible et le moins prédictible, vous avez un aphore 0 quand vous avez une prédictibilité totale. Par exemple, vous êtes en train de jouer aux cartes et votre partenaire vous dit c'est à toi de battre. Ça veut dire de battre les cartes. Un aphore 0. Il n'y a aucun signe, rien. Et c'est tellement prévisible qu'il n'y a absolument pas besoin de coder. Ensuite, vous avez les pronoms, la tone ou l'accord verbal, qui sont le deuxième degré. Les pronoms toniques, bon, mettons pour simplifier les pronoms. Le syntagme nominal sans expansion. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériaux de codage si c'est assez clair. Si vous faites une anaphore avec l'homme, bon, c'est un homme dont vous avez parlé avant. Mais si la prédictibilité est plus faible, vous allez être obligé de dire l'homme qui portait un chapeau noir, etc. Et donc passer à un syntagme nominal expansé. Donc là, vous avez aussi c'est un principe où, en fait, on a besoin de plus de matériaux lorsque la prédictibilité est moindre. Et puis, voilà, le principe d'effacement. Si on a une information qui est peu importante, hors de propos, considérée par le locuteur comme ne devant pas être communiquée, eh bien, elle n'est pas indiquée. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, c'est à toi de battre. On n'a pas besoin de dire les cartes. Alors, quelques conclusions nécessairement provisoires. J'ai déjà largement insisté sur l'idée que l'analogie est un processus cognitif central, qui est bien documenté en psychologie cognitive, qu'il est identifiable dans toutes sortes de phénomènes linguistiques, et donc ce qu'il reste à faire, c'est à systématiser tous les phénomènes linguistiques qui relèvent de l'analogie. Et en particulier les phénomènes qui ne sont pas du tout analysés comme vraiment l'iconicité d'image, ce qu'on appelle le symbolisme phonétique, auquel je consacrerai ma prochaine intervention. Alors, pour terminer, une citation qui vient de Esa Itkonen, qui est un linguiste qui vient de l'université de Lund en Suède, qui est à la retraite maintenant, mais qui est un linguiste très important, qui disait la chose suivante. Il avait fait une conférence qui n'a pas été publiée, mais intitulée « La résurgence contemporaine de la linguistique analogique ». Et il disait la chose suivante. Résurgence, cela ne veut pas dire ici que quelque chose, après avoir été totalement absent, commence à exister de nouveau. Toute description grammaticale est forcément de nature analogique. C'est-à-dire que quand on fait une description grammaticale, on montre des régularités, donc il y a forcément des analogies. Cela n'épuise certainement pas toutes les possibilités de décrire la langue, mais c'est pour ainsi dire le noyau inéluctable de chaque description grammaticale. Alors là, Itkonen avait en vue l'analogie au sens proportionnel, ou l'iconicité diagrammatique, ce qu'on vient de voir. Mais il faut ajouter toute cette partie de l'iconicité d'image, des sons qui évoquent directement des significations, comme ces fameux exemples, Maluma, Takete, que je redis pour terminer pour les étudiantes qui n'étaient pas là au premier semestre, une expérience très connue qui consiste à montrer à des personnes
deux images. Hein. Une image sous forme d'étoile très irrégulière, très pointue, comme ça, et puis une image très arrondie comme un nuage. Et on vous dit, voici deux noms qui n'existent pas, quel nom associeriez-vous plutôt à telle image? Donc vous avez une image avec très pointue, très angulaire, et l'image très arrondie. Et les deux mots qu'on vous propose, c'est Maluma et Takete. Et évidemment, tout le monde dit que Takete est associé à l'image pointue et Maluma à l'image arrondie. Ce qui veut dire que les sons eux-mêmes évoquent des significations visuelles. En écoutant Takete, si on vous demandait de dessiner, par exemple, quelque chose qui soit Takete, quelque chose qui soit Maluma, on peut imaginer que des gens, je ne sais pas si l'expérience a déjà été faite, mais que des gens dessineraient plutôt quelque chose de pointu avec Takete, plutôt quelque chose de rond pour Maluma. Quoique c'est pas sûr que ça marche en production, mais en tout cas, en interprétation, ça marche. Hein. Donc, on a vu aussi qu'il y a un certain nombre de travaux sur des noms propres de personnages de fiction qui montrent que les noms inventés par des auteurs de fiction ont souvent des sonorités en rapport avec leur caractère. Et là aussi, il y a un cas célèbre, justement, de David Crystal, dont on parlait tout à l'heure dans une diapositive précédente. Il disait, vous avez deux populations d'aliens, enfin d'extraterrestres. Les uns s'appellent les Gratacs et l'autre les Lamonians. Les Gratacs et les Lamonians. Lesquels sont les gentils, lesquels sont les méchants? Hein, bon. À votre avis? Les Gratacs sont les méchants. Voilà. Tout le monde répond que les Gratacs sont les méchants. Pourquoi? Pourquoi si les sons étaient totalement arbitraires, s'il n'y avait jamais aucun lien entre les sons et ce qu'ils signifient, pourquoi est-ce qu'on aurait une telle unanimité pour interpréter cela? Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose dans les sons qui est déjà porteur de signification. Ce qui, encore une fois, n'exclut en aucune manière qu'on ait besoin de convention dans le langage. Mais une chose est la convention, une autre chose est quel genre de convention on choisit. On peut choisir une convention arbitraire ou une convention motivée par analogie. Et c'est cela qu'on étudie lorsqu'on étudie notamment le symbolisme phonétique, qui reste, en France en particulier, très peu étudié, un peu plus si on prend une optique internationale, mais ça reste encore pour l'instant assez marginal. Alors que ça a des conséquences extrêmement importantes. Bien, est-ce que vous avez des questions sur cette première séance? Donc, en principe, si on n'a pas de désistement, la semaine prochaine, nous avons une conférence de Michael Grégoire, dont je vais vous rappeler, vous donner le titre. Le titre, donc Michael Grégoire, qui est de l'université de Clermont-Auvergne. Son titre sera L'analogie en mouvement, apport de l'énaction pour l'analyse lexicale. Voilà, et bien merci de votre attention, et puis à demain pour certaines, certains, et à la semaine prochaine pour les autres.